Bonjour à tous et un grand merci de votre fidélité en ces temps un peu incertains. Nous allons parler ce matin d'attractivité de la place de Paris, du Listing Act et des perspectives pour attirer les capitaux. Je laisserai dans un instant la parole à nos conférenciers de ce matin. Un grand merci en tout cas à Anna, Sandrine, Astrid et Alexandre. Pour cette fin de semestre, nous avons, vous le savez, un programme très dense encore. Nous allons nous arrêter un petit peu au mois d'octobre parce qu'il y a quelques vacances. Mais au mois de novembre, nous avons prévu quatre conférences, si je puis dire, iconiques, puisque ce sont vraiment des sujets que vous connaissez bien avec des conférenciers très fidèles. Le 6 novembre, nous aurons Émilie Blanc, la directrice des affaires comptables de l'Autorité des marchés financiers, qui viendra nous présenter les recommandations pour l'arrêté des comptes, les recommandations de l'AMF pour l'arrêté des comptes 2025. Le 13 novembre, ce sera Bertrand Perrin qui lui viendra nous faire un point d'actualité de l'IASB. Euh, Encore certainement beaucoup de nouveautés. Donc le 13 novembre, Bertrand Perrin. Le 25 novembre, ce sera Florence Pébernès qui sera interviewée par Patrick Ivins et qui nous fera un point d'actualité de la Haute Autorité de l'audit, qui ne manquera certainement pas de nous parler d'audit de durabilité en même temps que de commissariat aux comptes. Donc c'est le 25 novembre, Florence Pébernès, présidente de la H2A. Le 27 novembre, ce sera Édouard Fossa, un conférencier également très fidèle, qui nous parlera de l'arrêté des comptes IFRS 2025. Ça, c'est le 27 novembre. Au mois de décembre, encore deux conférences. Alors la première, le 2 décembre, conférence un peu d'ouverture, puisque nous parlerons de lutte contre la criminalité financière. Et nous aurons le plaisir d'accueillir Pierre Allégret, qui est sous-directeur des sanctions et de la lutte contre la criminalité financière à la Direction générale du Trésor. Donc le 2 décembre, Pierre Allégret. Et le 16 décembre, nous terminerons en beauté, puisque nous reparlerons de durabilité, de reporting de durabilité, et des points d'attention pour la clôture 2025, et des perspectives, évidemment, dans le contexte omnibus que vous connaissez tous très bien. Donc ça, c'est le 16 décembre avec Carole Masson, qui est associée chez Forbis Mazars et vice-présidente de la commission durabilité de la compagnie. Et puis Yonja Ramananarivo, qui est associée EY et également membre de la commission des normes d'information en matière de durabilité de l'autorité des normes comptables. Donc vous voyez un programme chargé sur cette fin de semestre, mais je pense qu'il va beaucoup vous intéresser. Donc merci beaucoup de vous inscrire dès à présent pour ces conférences. Et vous le savez, nous avons ce jeudi, le 9 octobre, le colloque. Alors ce n'est pas annuel, nous ne faisons pas un colloque chaque année. Le dernier remonte à il y a 3 ans quand même. Et cette année, le colloque est sur la connectivité entre rapport de durabilité et état financier, avec une très belle table ronde. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, il y a encore quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire encore pour ce jeudi. Un grand merci à tous. Donc, je vais passer la parole à Anna Kik, qui est associée chez KPMG en charge de la direction technique Capital Markets. Sandrine Favre, qui est senior manager chez KPMG à la direction technique Capital Markets. Nous avons l'honneur de recevoir aussi Astrid Milsan, secrétaire générale en charge de la direction des émetteurs. Merci beaucoup d'être présente parmi nous. Et Alexandre Pascal, de la division doctrine et la direction des émetteurs, également de l'AMF. Donc, un grand merci de nous faire ce décryptage des dispositions du Listing Act. Et puis, nous aurons aussi un retour d'expérience, je crois, des premières applications des exemptions de prospectus. Et puis, évidemment, un point, nous attendons avec impatience les perspectives pour attirer sur la place de Paris. Un grand merci à tous. Vous savez, vous pourrez poser vos questions sur le fil Q et R, questions et réponses, et nous irons, nos conférenciers, en tout cas, y répondront en fin de conférence. Merci à tous et bonne conférence. Merci beaucoup Sonia. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ravis de commencer cette journée avec vous et d'animer cette conférence portant sur l'attractivité des marchés de capitaux et la transparence des sociétés cotées. Donc, Sonia nous a déjà présenté. Donc, nous allons passer, je pense maintenant, à l'agenda de cette matinée. Donc, comme vous pouvez le voir,
Le programme est très riche. Donc, la première partie de cette conférence sera dédiée aux quelques rappels de la réglementation Listing Act et ses impacts sur le règlement prospectus déjà applicables ou qui seront à venir, et notamment les propositions issues du rapport final de l'ESMA relatives au contenu des nouveaux prospectus. Puis nous vous présenterons des constats de notre analyse des informations publiées par les sociétés qui ont pu bénéficier de nouvelles exemptions de prospectus en France et dans quelques pays d'Europe. Et au total, nous avons analysé 36 opérations. Nous partagerons également avec vous un panorama des changements attendus concernant le règlement abus de marché et plus précisément la publication des informations privilégiées en cas d'un événement prolongé. Et pour finir, nous vous présenterons les diverses initiatives mises en place en France afin de stimuler les opérations de marché et l'attractivité de la place de Paris, notamment et surtout dans le domaine des IPO. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet et abordons les principaux impacts de ces nouveaux textes sur les réglementations prospectus et abus de marché. Donc, Astrid et Alexandre, pouvez-vous nous rappeler les objectifs de la réglementation Listing Act ainsi que les grands jalons à venir en termes de calendrier? Oui, bonjour à tous. Alors, pour resituer Listing Act dans son contexte, donc Listing Act vise avant tout à rendre les marchés plus attractifs, les marchés de capitaux plus attractifs pour les émetteurs et les investisseurs. Il a été construit à l'époque en réponse au Brexit, qui s'était accompagné d'un ensemble de mesures de dérégulation de la place de Londres. Alors, pour ce qui concerne à l'attractivité des marchés de capitaux, je rappelle qu'il y a des situations hétérogènes. Il y a une baisse du nombre d'IPO dans le monde entier, mais elle est beaucoup plus drastique en Europe et au sein de l'Europe encore plus en France. En revanche, donc ça c'est sur la partie equity, sur la partie obligataire, on n'a pas du tout les mêmes difficultés puisque les émissions obligataires se portent très bien. Et ceci depuis un certain nombre d'années, ce qui explique que les mesures du Listing Act portent essentiellement sur les opérations equity. Alors, ces mesures, elles concernent surtout les émetteurs. Il ne faut pas pour autant oublier le volet investisseur, puisque sans investisseurs, il n'y a pas de marché. Et l'un des enjeux des marchés de capitaux européens, c'est pas simplement, et je le rappelle parce qu'on pense qu'avec Listing Act, on a tout résolu, c'est pas simplement l'allègement notamment de la charge administrative qui pèse sur les émetteurs, mais la profondeur du marché et sa liquidité. Donc, le Listing Act, c'est avant tout une réponse réglementaire sur le volet émetteur. Il vise à adapter les réglementations, le règlement prospectus, le règlement abus de marché, en proposant un allègement de contraintes réglementaires à travers plus de souplesse dans l'application de la règle, plus qu'une suppression des règles en soi. Et il s'inscrit dans un agenda, un package plus large en faveur de l'attractivité des marchés de capitaux. Le Listing Act modifie aussi 2 directives, notamment la directive MIF. Et il s'inscrit aussi dans un programme qui contient la révision de la réglementation finance durable, Omnibus, et aussi un programme qui vise à repenser toute l'échelle de la supervision, enfin tout le dispositif de la supervision à l'échelle européenne. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Alors sur le calendrier de Listing Act, donc on a l'essentiel des mesures sont entrées en application le 4 décembre, en décembre 2024. On attend encore un certain nombre de mesures, puisque on aura des mesures qui sont d'application simplement le 5 mars 2026,
avec l'adoption des actes délégués concernant le contenu des prospectus EU Follow-on et prospectus EU Growth Issuance, et le 5 juin 2026, avec l'adoption par la Commission européenne des actes délégués définissant le format, l'ordre normé et la limitation du nombre de pages des prospectus standards et des documents d'enregistrement. Du découpage de l'étalement dans le temps de l'entrée en vigueur de ces différentes dispositions. Le régime Listing Act a prévu le règlement Listing Act a prévu un régime article 48. Les prospectus approuvés avant la fin de la période de transition, et donc avant les dates cibles qui sont présentées ici, resteront régis par les dispositions actuelles du règlement prospectus. Merci Astrid. Je pense qu'il y avait des petites coupures techniques, donc vous avez bien compris. Donc il y a des mesures qui ont été déjà, qui sont applicables depuis l'entrée en vigueur de la réglementation Listing Act. Et il y a des mesures qui vont arriver ou des textes qu'on attend, des actes délégués qui vont arriver en mars et en juin 2026 pour préciser notamment les formats, le contenu des prospectus, des nouveaux prospectus, mais aussi des prospectus standards d'IPO. Et nous avons des dispositions transitoires. Donc l'article 48 précise que jusqu'à la publication et l'adoption de ces nouveaux textes, nous allons appliquer les textes en vigueur quant au prospectus. Quant au prospectus. Donc nous pouvons maintenant passer au slide suivant. Donc, comme nous venons de le voir, donc l'un des objectifs de Listing Act est de rendre plus accessible et attractif l'accès en marché des capitaux. Et bien évidemment, de simplifier les obligations des sociétés cotées. Donc, le règlement va donc avoir un impact plus ou moins important à différentes étapes de la vie d'une société cotée. Donc, concernant les IPO, pour l'instant, il n'y a pas eu de changement significatif immédiat, puisque le régime des prospectus standards ou prospectus de croissance pour les IPO, qui sont respectivement sur le marché réglementé ou non réglementé, donc Euronext Growth, s'applique toujours aujourd'hui. Donc vous avez compris, on attend les actes délégués, des nouveaux actes délégués qui seront adoptés pour qu'on puisse modifier ces prospectus d'IPO. On note toutefois une mesure d'application immédiate, donc à savoir possibilité de mettre à disposition le prospectus avant la fin de l'offre, donc écourté à 3 jours ouvrés au lieu de 6 jours. Et cela cela facilite la constitution rapide du carnet d'ordre et surtout de sécuriser l'opération en cours. Donc, des apports complémentaires de Listing Act interviendront, donc vous avez compris, dans un second temps, avec la publication, donc au plus tard, le 5 juin, d'actes délégués définissant le contenu, l'ordre normé des prospectus standards. Et nous allons aborder ce sujet un petit peu plus tard, parce que nous avons déjà des propositions qui ont été formulées par l'ESMA dans son rapport final du 12 juin dernier. Donc, une fois la société cotée, elle va pouvoir bénéficier de plusieurs apports de Listing Act. Donc, en premier lieu, si la société décide de publier un document d'enregistrement universel, donc DUE, post-IPO, elle va pouvoir bénéficier du statut d'émetteur fréquent au bout d'un seul DUE enregistré auprès de l'AMF, contre 2 DUE dans le régime actuel, précédent. Enfin, le contenu du document d'enregistrement universel suivra l'annexe 1 de l'acte délégué, révisité par l'ESMA et ensuite par les nouveaux textes, qui a apporté quelques propositions de simplification que nous aborderons un petit peu plus tard.
Donc, Listing Act va également intervenir dans une autre étape clé de la vie d'une société cotée, à savoir les émissions secondaires. Donc, et ce, en 2 temps. Donc, dans un premier temps, les mesures qui ont été déjà d'application immédiate, donc à savoir l'élargissement des exemptions et le relèvement de certains seuils pour les admissions et offres publiques de titres fongibles, avec des titres qui sont déjà cotés sur le marché réglementé ou non réglementé, que nous présenterons dans un instant. La publication d'un document simplifié de l'annexe 9, on va parler communément annexe 9, défini par le règlement prospectus modifié, et dans certains cas d'exemption, donc il faudra publier cette annexe 9. Nous reviendrons également sur son contenu un petit peu plus tard. Et enfin, la troisième mesure concerne la suppression de l'obligation de préparer un supplément en cas de publication des informations financières au cours de la validité du prospectus de base, donc si celles-ci sont incorporées par référence dans le prospectus de base par anticipation. Donc nous avons pu observer que certains émetteurs, donc c'est plutôt une minorité d'émetteurs fréquents qui émettent les titres de dette, qui mettaient déjà en pratique ces dispositions et incorporaient par référence notamment les comptes annuels ou semestriels à venir des futurs communiqués de presse financiers. Donc, c'est les éléments qu'on a vus le plus souvent qui ont été déjà incorporés par anticipation. Donc, toutefois, il est à noter que il y a des Q&A de l'ESMA qui ont été publiés sur la définition de la notion des informations financières qui sont visées par cette mesure. Donc aujourd'hui, on parlait beaucoup des comptes, des communiqués de presse sur les résultats annuels et intermédiaires, mais sachez que le scope de ces informations financières, il est beaucoup plus large et notamment inclut le rapport de gestion. Donc toujours concernant les émissions secondaires, Listing Act prévoit d'autres mesures structurantes, mais qui n'interviendront qu'à compter du 5 mars 2026, donc une fois les actes délégués sont adoptés par la Commission européenne. Donc la possibilité de recourir à des nouveaux formats de prospectus allégés, donc le EU Follow-on Prospectus et le EU Gross Issuance Prospectus, qui seront applicables respectivement sur le marché réglementé et non réglementé. Et donc en parallèle, la disparition du prospectus d'émission secondaire et du prospectus de croissance au profit de ces nouveaux prospectus. Donc nous reviendrons très brièvement sur le contenu de ces prospectus tout à l'heure. Et enfin, s'agissant donc de prospectus de base utilisés très largement en France pour les programmes EMTN, donc leur fonctionnement ne sera pas modifié avec une mise à jour annuelle et la publication des conditions définitives au moment du tirage. Donc toutefois, ces prospectus, donc, compte tenu de leur complexité, ne sont pas soumis à un format ou à un contenu standardisé. Donc, nous allons maintenant vous présenter les principales dispositions du rapport final de l'ESMA publié le 12 juin dernier. Merci Anna. Donc, le 28 octobre 2024, l'ESMA a publié une version préliminaire d'avis techniques pour recueillir les avis du marché. Puis le 12 juin 2025, elle a publié son rapport final. Donc, ce rapport constitue la réponse technique officielle de l'ESMA au mandat de la Commission européenne dans le cadre du Listing Act. Il propose des modifications au règlement délégué 2019-980, notamment sur les sujets suivants. Donc, le format et la séquence standardisée des prospectus, les ajustements proposés pour les documents d'enregistrement universel, des exigences de disclosure ESG via la nouvelle annexe 21 et des critères supplémentaires d'examen et de délai d'approbation. Ces deux derniers sujets ne seront pas abordés lors de la conférence. Ce rapport ne traite pas du contenu détaillé des prospectus EU Follow-on et EU Gross Issuance qui feront l'objet d'actes délégués qui seront publiés par la Commission européenne plus tard, comme on l'a dit. Donc un point qui est important, c'est de savoir que la Commission a été mandatée a mandaté l'ESMA pour fournir ses conseils techniques, mais elle n'est pas tenue d'adopter les propositions de l'ESMA et des modifications peuvent encore être apportées. Et donc l'adoption officielle des actes délégués finaux par la Commission est prévue au plus tard le 5 juin 2026. Donc le rapport confirme ce qui figure déjà dans le règlement, à savoir que la taille des prospectus standards pour les titres de capital sont limités à 300 pages
hors résumé, hors information incorporée par référence et hors information relative à l'historique financier complexe de l'émetteur, quand c'est le cas. Concernant la langue, le prospectus d'une offre au public dans un seul État membre peut être rédigé dans la langue locale ou en anglais, sous réserve que l'État membre n'ait pas exercé son droit d'exclusion de l'anglais. Concernant les facteurs de risque, Listing Act renforce certains points, notamment l'interdiction de présenter des facteurs de risque génériques ou purement déclaratifs. Donc en effet, Listing Act renforce l'exigence de spécificité avec des facteurs de risque qui doivent être concrets, spécifiques et pertinents pour l'émetteur ou l'offre. Et toute formulation vague ou générique qui sert de disclaimer juridique sont désormais explicitement proscrites. Par ailleurs, Listing Act assouplit les règles sur le classement des risques. Donc, il n'est plus obligatoire de les classer strictement par ordre de matérialité décroissante, et cela vise à améliorer la lisibilité et à éviter également les classements artificiels. Et enfin, concernant la clarification sur les risques liés aux titres autres que de capital, donc les facteurs de risque doivent être adaptés à la nature du produit et non simplement repris depuis des prospectus actions. S'agissant des informations financières à présenter dans un prospectus, nous notons la réduction du nombre d'exercices des états financiers à présenter. Donc en effet, le prospectus action présentera désormais 2 années d'informations financières au lieu de 3. Et les prospectus de titres autres que de capital, 1 seule année est requise, à savoir la dernière année. L'ESMA, dans son rapport final, reconnaît que ces périodes réduites peuvent parfois être trop courtes. Mais il souligne aussi que les émetteurs ont la possibilité d'inclure des informations supplémentaires si cela est nécessaire. Donc il y a quand même une précision concernant les titres non liés aux actions, pour lesquels 1 seule année de compte est requise. En effet, l'ESMA souligne que la référence au dernier exercice financier dans le règlement prospectus modifié ne doit pas être comprise comme une année civile ni traduite en mois. Donc, par exemple, si le prospectus est préparé au premier trimestre 2025, l'émetteur pourrait ne retenir que les comptes annuels audités de 2023. Concernant les prospectus actions, donc un autre point important, c'est la suppression de la section Operating and Financial Review. C'est une section du document d'enregistrement et des DEU qui exigeait une analyse détaillée de la performance opérationnelle et financière de l'émetteur. Cette section demandait à l'émetteur de présenter, pour chaque exercice couvert par l'information financière, une analyse équilibrée et complète du développement, de la performance, de la situation de l'entreprise, en expliquant les causes des changements significatifs et les perspectives futures. Donc, dans la version amendée de l'ESMA, cette section n'est plus exigée. Toutefois, l'émetteur peut toujours apporter ces informations dans le prospectus sur une base volontaire s'il le souhaite. Pour le prospectus de base, comme l'a mentionné Anna, les émetteurs peuvent inclure par anticipation de futures informations financières et même au-delà qui seront publiées, permettant de ne pas avoir à publier un supplément. Donc un point important, c'est qu'il convient de noter que certaines de ces exigences simplifiées ne seront probablement pas pleinement exploitées par les émetteurs dans le cadre d'une offre simultanée dans l'UE et dans un pays tiers en dehors de l'UE. Par exemple, conformément aux pratiques de marché dans ce type d'offre, il peut être approprié, voire exigé par les investisseurs, d'inclure au moins une partie de la section Operating and Financial Results, mettant en évidence des facteurs clés influençant les résultats de l'émetteur. Donc, dans le cas des offres d'actions, cela peut entraîner un dépassement de la limite des 300 pages. C'est pourquoi Listing Act précise que pour les titres offerts simultanément dans l'UE et dans un autre pays, les exigences de format, de mise en page et de longueur standardisée pourront ne pas s'appliquer. En effet, le règlement veut éviter de pénaliser les émetteurs qui font des offres transfrontalières en leur permettant de préparer un prospectus global sans devoir le scinder ou le reformater pour l'UE. Et donc, on peut prendre le cas typiquement des placements privés 144, dans le cadre des 144A, donc qui visent des investisseurs institutionnels aux États-Unis. L'objectif est de pouvoir réutiliser les informations du prospectus plus complet pour préparer un document d'offre et ainsi répondre aux attentes des investisseurs américains sans nuire à l'égalité d'information par rapport aux investisseurs français ou européens et en s'appuyant sur le prospectus publié.
Alors, concernant le format standardisé des prospectus, donc pour les émissions primaires, l'ESMA propose un nouveau format standardisé avec un ordre de présentation obligatoire des informations, donc qui est précisé dans les articles 22 et 23 du projet de règlement délégué. Ce format s'appliquera à partir du 5 juin 2026, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ce règlement délégué modifié vient compléter les annexes 1, 2 et 3 du règlement prospectus modifié, qui impose désormais une structure fixe pour les prospectus dits standards. Donc le règlement délégué modifié décrit les informations à apporter pour les différents types de prospectus que je vais vous présenter. Donc tout d'abord, il y a le prospectus unique pour les titres de capital, donc qui repose sur les annexes 1 et 10 du règlement délégué modifié, donc qui correspond respectivement à l'annexe du document d'enregistrement et celle de la note d'opération. Donc ces prospectus doivent bien suivre l'ordre imposé dans l'annexe 1 du règlement prospectus, et donc c'est l'ordre imposé par le niveau 1 des textes. Toutefois, si l'émetteur choisit un format de prospectus tripartite, alors l'ESMA propose une dérogation à l'ordre fixe du niveau 1 et seul l'ordre proposé dans les actes délégués sera respecté, donc finalement comme aujourd'hui. Cela rejoint le même principe que pour les émissions secondaires, où dans le cadre d'un prospectus tripartite, l'exigence de standardisation d'ordre et de séquencement sera largement assouplie, puisqu'un prospectus tripartite est composé d'un DEU qui lui-même est exempté de ces exigences. Donc le deuxième type de prospectus qui est standardisé, c'est également les prospectus uniques pour les titres autres que de capital, dans le cas d'émissions, typiquement d'émissions d'obligations simples ou pleine vanilla, qui reposent sur les annexes 6 et 13 du règlement délégué modifié. Donc un point important à noter, c'est que les anciennes annexes 6 et 7 qui correspondaient respectivement aux émissions sur le marché de gros, c'est-à-dire le marché réservé aux investisseurs professionnels pour des montants élevés, et celles réservées au marché de détail, c'est-à-dire ouvert aux particuliers pour des montants plus faibles. Donc ces deux annexes ont été fusionnées par souci de simplification. Donc l'ESMA a toutefois proposé une annexe commune, mais avec des exigences complémentaires pouvant s'appliquer au marché de détail. Et enfin, le dernier type de document, c'est le document d'enregistrement pour émetteur unique, utilisé dans le cas des prospectus tripartites de dette, qui est basé sur l'annexe 6 du règlement délégué modifié. À noter, toutefois, une exception concernant les prospectus de base. En effet, l'ESMA reconnaît leur complexité et conclut que ceux-ci sont exemptés de l'obligation de suivre un format et une séquence unique. Alors maintenant, l'impact sur les documents d'enregistrement universel. On a déjà abordé un peu le sujet, mais en effet, le document d'enregistrement universel bénéficie d'une plus grande souplesse, puisqu'il n'est pas soumis à un format, un ordre ou une longueur imposée, contrairement au prospectus standard. Et il va quand même profiter des allègements de contenu prévus dans l'annexe 1 modifiée du règlement délégué modifié pour les titres actions. Et donc l'ESMA ne prévoit pas de modifications supplémentaires pour le DEU, considérant que les ajustements déjà apportés sont suffisants. Alors, passons maintenant au sujet des deux nouveaux prospectus, donc le EU Follow-on et EU Growth Issuance Prospectus. Donc pour rappel, le rapport final de l'ESMA ne traite pas de leur contenu. Donc ce seront les actes délégués de la Commission européenne qui les définiront. Donc comme on l'a dit, ces prospectus remplaceront les prospectus d'émissions secondaires et les prospectus de croissance actuels. Les grands principes de ces prospectus sont déjà indiqués dans le règlement prospectus modifié, dans les annexes 4 et 5 pour le EU Follow-on et dans les annexes 7-8 pour le prospectus de croissance. Et donc ces deux prospectus pourront être utilisés à la fois pour les titres de capital et pour les titres de créance. Donc dans les grands principes, les EU Follow-on Prospectus va proposer un contenu allégé et standardisé, avec moins de rubriques, un recentrage sur des informations pertinentes pour l'investisseur, un résumé obligatoire, donc ça n'a pas changé, des informations financières récentes,
puisque ce seront des états financiers annuels et semestriels publiés dans les 12 derniers mois qui seront exigés. Concernant les facteurs de risque, il faudra avoir une présentation synthétique, classée par catégorie et limitée en nombre. Il y aura également des rubriques spécifiques, donc j'en cite quelques-unes, mais politique de dividendes, dilution, tendance, modalité de l'offre, raison de l'offre, convention de blocage, une déclaration de responsabilité et enfin, il faudra se référer à différentes annexes selon si on se retrouve sur des titres de capital ou sur des titres de dette. Concernant les prospectus de croissance de l'Union, donc c'est un peu pareil, un contenu allégé et proportionné, avec un recentrage des informations pertinentes pour les investisseurs, une suppression des redondances, une standardisation et lisibilité accrue, avec une structure imposée, un nombre de pages limité et un langage simple, une adaptation aux PME et au marché de croissance, avec des exigences qui sont adaptées à la taille et à la structure des sociétés, un accent mis sur la stratégie, la croissance et la gouvernance, et enfin des facteurs de risque synthétiques et hiérarchisés, et tout comme pour les EU follow-on, des exigences financières récentes sur le dernier exercice avec un audit obligatoire. Donc voilà pour ce qui est de cette première partie. Alors je ne sais pas si Astrid souhaite intervenir sur ce sujet, réagir sur ce sujet. Ou si vous avez des points d'attention, ou est-ce qu'on passe Non, d'une manière générale, enfin, on va passer au cas précis d'exemption. D'une manière générale, je dirais que l'AMF accueille favorablement évidemment toutes ces nouveautés qui sont facilitatrices pour la mise en œuvre des opérations. Ceci étant, on peut s'interroger sur leur portée réelle. On a l'impression qu'on va avoir un allègement considérable de la documentation. Moi, j'insiste quand même sur 2 points. Le premier point, et ça rejoint ce que je disais au début, c'est que c'est une chose de faciliter, de réduire la charge administrative des émetteurs, c'est une autre chose de satisfaire les investisseurs. Et ce sont eux qui, avant tout, fixent les attentes sur le niveau d'information. Donc, on voit un certain nombre de cas où les émetteurs continuent à dispenser un certain nombre d'informations au marché, quand bien même elles ne seraient pas requises par la réglementation. Et on a même des cas où les investisseurs, ou les émetteurs décident de faire un prospectus à titre volontaire parce que il y a une demande des investisseurs et d'ailleurs parfois aussi des banques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que paradoxalement, ces allègements font reposer plus de responsabilités sur l'émetteur qui doit s'assurer du respect du règlement abus de marché, au-delà du respect du Listing Act et du règlement prospectus tel que modifié par le Listing Act. Donc, qui doit en cela s'assurer d'une égalité d'accès à l'information aux investisseurs, de la communication des informations privilégiées, et tout ça sans revue du régulateur en amont. Donc, on a en quelque sorte un déplacement du centre de gravité de la responsabilité. Et donc, pour toutes ces raisons, on voit un certain nombre de cas où les communiqués de presse, donc qui sont faits en application de MAR, restent très développés, enfin même plus développés que ce qui pouvait l'être avant, parce que toute l'information qui ne figure pas dans le prospectus, finalement, elle doit de toute façon être donnée au marché. Donc, les émetteurs trouvent un autre vecteur. Et donc, il faut veiller à ce que dans tout ce dispositif, quand il y a un prospectus, il reste le document d'information central pour les investisseurs. Voilà. J'espère que vous m'avez bien entendu parce que j'ai compris que... bon, d'accord. Là, c'était parfait. Donc, nous allons passer maintenant à une nouvelle séquence de cette conférence, donc le retour d'expérience sur les premières applications des exemptions de prospectus. Mais avant de vous présenter ces principaux constats, donc, nous avons analysé 36 opérations en France et dans quelques pays en Europe. Donc, les opérations, comme je viens de vous dire, pouvant bénéficier d'exemptions. Mais avant cela, nous vous proposons un bref rappel des exemptions qui sont applicables déjà depuis le 4 décembre dernier.
Donc, dans le souci de réduire les coûts administratifs hein, de la cotation et de la levée de fonds sur la bourse, le Leasing Act a simplifié toute la documentation à produire et dans ce contexte-là a soit relevé les seuils qui étaient au-delà duquel l'établissement du prospectus est nécessaire ou introduit de nouvelles exemptions pour les opérations equity. Donc, on a un dispositif qui est in fine extrêmement complexe d'exemption et de relèvement de seuil. Alors, on a un premier cas qui est réservé à l'admission sur le marché réglementé. Donc, c'est l'admission des valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières qui sont déjà admises à la cotation sur le même marché réglementé ou d'actions résultant de conversion, échange, exercice ou d'autres valeurs mobilières. Donc là, on a une augmentation du seuil d'exemption de 20 à 30%. Donc avant, on avait un seuil à 20%, maintenant on a un seuil à 30% fondé sur une dilution sur 12 mois glissant. Donc cette exemption-là n'est dans les faits pas extrêmement mordante. On a un deuxième cas qui est les offres au public sur le marché réglementé et sur Euronext Gross. Donc ça, c'est une nouvelle dispense pour les offres au public en cas de titres fongibles avec des titres déjà admis sur le même marché, qui représentent moins de 30% des titres déjà admis sur ce marché lors des 12 derniers mois et hors procédure d'insolvabilité ou de restructuration en cours. Donc ça, c'est une nouvelle dispense. Alors, la troisième dispense, et c'est celle-là qui, de fait, est la plus mordante, c'est la dispense pour les sociétés dont les titres sont cotés sur le marché réglementé ou Euronext Gross depuis plus de 18 mois. Donc, ça, quelle que soit la taille de l'opération d'offre au public ou d'admission, donc c'est à la fois pour offre au public et pour les admissions, hein, en cas de titres fongibles avec des titres déjà existants, il y a exemption de la nécessité d'un prospectus. Alors, sur le marché réglementé et Euronext Gross pour les offres au public, seulement sur le marché réglementé pour les admissions. Alors, il y a 2 conditions. La première condition, c'est que la société ne doit pas être dans une procédure d'insolvabilité ou de restructuration et c'est hors le cadre spécifique des OPE, fusion ou scission. Cette exemption est de fait vraiment la plus mordante et bon, quand le Leasing Act était entré en vigueur, on avait calculé que sur les opérations françaises des dernières années, si l'exemption avait été en vigueur, cela aurait supprimé dans les faits 80% des prospectus. Et là, on voit bien qu'on a une baisse drastique du nombre de prospectus et qu'à chaque fois, enfin, dans l'essentiel des cas, c'est cette exemption-là qui s'applique pour les émetteurs de plus de 18 mois. Ensuite, on a une quatrième exemption qui concerne les offres de faible montant. Alors, sans contrevenir aux exemptions que j'ai exposées précédemment, Listing Act prévoit un rehaussement du seuil d'exemption de 8 à 12 millions d'euros pour les offres sur le marché réglementé. Dans ce cas, un seul communiqué de presse précisant les modalités de l'opération est requis au titre de la réglementation à but de marché. Cette disposition sera précisée en juin 2026. En attendant, c'est le seuil de 8 millions d'euros qui reste applicable. Alors, ça sera mordant parce qu'on voit un certain nombre d'opérations entre 8 et 12 millions d'euros et parfois des opérations qui sont juste à 8 millions d'euros parce que les émetteurs veulent l'approbation du prospectus par l'AMF. Enfin, il y a une dernière exemption qui concerne les établissements de crédit qui sont exemptés de l'obligation de publier un prospectus en cas d'offre ou d'admission ou sur un marché réglementé, d'admission de titres autres que de capital jusqu'à un montant agrégé de 150 millions d'euros sur une période de 12 mois, contre 75 millions dans l'ancienne version. Bon, c'est une exemption qui, de fait, n'est pas très mordante. Voilà. Super, merci beaucoup Astrid. Et quelques mots peut-être sur annexe 9. Donc vous avez bien compris qu'avec ces nouvelles exemptions, donc il n'y a
plus de prospectus, mais on peut avoir tout de même, donc en plus d'un communiqué de presse, un document d'information simplifié de l'annexe 9 de règlement prospectus modifié. Donc, dont le contenu est normé et son contenu, du coup, est bien précisé dans le règlement. Donc, c'est un document succinct qui ne doit pas dépasser 11 pages, au contenu normé, dans un langage compréhensible et dans la langue de l'État membre ou dans une langue d'affaires officielle acceptée par l'autorité indépendante, donc par exemple en anglais. Donc, ce document est déposé par l'émetteur auprès de l'AMF, mais sans approbation préalable par cette dernière. Et l'émetteur doit en même temps rendre ce document public sur son site internet. Donc, l'annexe 9 contient des informations principales sur l'opération, donc avec les raisons de l'offre et l'utilisation du produit de l'offre, les facteurs de risque liés à l'émetteur uniquement, les caractéristiques des valeurs mobilières, les informations sur la dilution et l'actionnariat post-opération, ainsi que les termes et conditions de l'offre au public. Donc, à noter et surtout, prenez l'attention que la société doit indiquer une déclaration de conformité aux exigences réglementaires en termes d'information périodique et permanente, ainsi qu'en cas d'offre publique, une déclaration indiquant que l'émetteur ne diffère pas l'information privilégiée, conformément au règlement abus de marché, doit également être présentée. Enfin, les modalités de dépôt de ces documents simplifiés donc, ont été précisées dans l'instruction de l'AMF 2019-21, dans l'article 19, et il y a l'adresse de l'AMF, l'adresse mail à laquelle il faut adresser en fait, ces documents simplifiés et précisés. Donc après la théorie, tournons-nous maintenant vers la pratique et les principaux constats de notre étude. Donc dans le cadre de notre étude, ce qui est intéressant, c'est que ça va quand même bien faire écho à ce que nous a dit Astrid. Donc nous avons analysé l'ensemble des opérations de capital réalisées en France depuis l'entrée en vigueur du règlement Listing Act. Au cours de cette étude, plusieurs critères ont été examinés, comme le secteur d'activité, la taille de la capitalisation boursière, la date de la première cotation, le marché de cotation, si la société publie ou non un URD. Et on a aussi regardé la nature juridique des opérations, le montant de celle-ci, le type d'exemption, avec donc un focus sur la documentation publiée à l'occasion de l'opération, c'est-à-dire un focus sur l'annexe 9 et aussi sur le communiqué d'annonce de l'opération. Donc, on a recensé 7 opérations, toutes provenant de sociétés cotées depuis plus de 18 mois sur le marché réglementé d'Euronext et dont une très large majorité concerne le secteur des biotechnologies, puisqu'il y en a 5 sur 7 qui sont des biotech, avec une capitalisation boursière qui est très variable, qui peut aller de 20 à 700 millions d'euros. En termes de structuration, près de 60% des opérations sont des placements privés, souvent des augmentations de capital réservées à des catégories de personnes et plus rarement à des personnes dénommées. Et environ 30% sont des augmentations de capital avec maintien du DPS. Toutes ces sociétés sont cotées depuis plus de 18 mois sur le marché réglementé et donc tombent dans l'exemption qu'on a décrite tout à l'heure des sociétés cotées depuis plus de 18 mois. Les annexes 9 publiées sont en général très homogènes en termes de format, avec une longueur comprise entre 9 et 11 pages, donc sans surprise, puisque le format est imposé et normé. Elles précisent systématiquement qu'il ne s'agit pas d'un prospectus et qu'elles n'ont pas été examinées ni approuvées par l'AMF. Concernant le traitement des facteurs de risque, celui-ci varie selon le contexte. Donc en effet, lorsqu'un URD a été publié récemment, l'annexe 9 renvoie à la section facteurs de risque de l'URD en mettant à jour dans le document d'information le risque de liquidité, qui est particulièrement crucial pour les biotech où la question du cash est centrale. Si l'URD est trop ancien, la société actualise directement ses risques dans l'annexe 9, ce qui peut représenter quelques paragraphes jusqu'à 6 pages selon la nécessité de mise à jour. Et donc les risques sont alors synthétisés et sélectionnés en fonction de leur pertinence. Un autre point marquant,
Toutes les sociétés, sauf une, incluent une déclaration sur le fonds de roulement à 12 mois post-opération et parfois avant opération également. Donc bien que ce soit non obligatoire, ça apparaît comme une bonne pratique compte tenu des tensions de trésorerie récurrentes dans ce segment. La publication de l'annexe 9 s'accompagne quasiment systématiquement d'un communiqué de lancement. Donc vraiment, c'est une publication, le même jour, au même moment, qui reprend et donc ce communiqué reprend les principales rubriques de l'annexe 9, souvent de manière un peu plus concise. Mais c'est très léger, hein, vraiment le nombre de pages de ces communiqués est quasiment identique, à celui de l'annexe 9. Le risque de liquidité et la déclaration sur le fonds de roulement sont généralement repris dans le communiqué, mais avec une description, mais la description détaillée des risques reste propre à l'annexe 9. Donc il arrive aussi que le communiqué complète l'annexe 9 en apportant, des éléments financiers ou opérationnels non développés dans le document d'information, comme par exemple les comptes de résultats résumés, un point business, et précise la nature de l'exemption ainsi que les résolutions d'AG sur lesquelles s'appuie l'opération. Donc en conclusion, on observe que ces exemptions ont été principalement utilisées en 2025 par des PME, ETI du secteur biotech, confrontés à des enjeux de liquidité, pour lesquels l'augmentation de capital vise à rétablir un fonds de roulement suffisant pour, sur les 12 mois. Donc ensuite, pour élargir notre perspective, nous avons étendu notre étude à la Belgique, la Suède et la Finlande. Donc en incluant la France, cela représente un échantillon de 36 opérations sur le capital, dont 22 réalisées en Suède. Sur cet ensemble, 18 opérations ont donné lieu à la publication d'une annexe 9. Toutes les sociétés ayant bénéficié de l'exemption étaient cotées depuis plus de 18 mois et la grande majorité évolue sur un marché réglementé, seulement 28% sur un marché non réglementé. La Suède se distingue nettement avec 9 sociétés ayant publié une annexe 9, contre 7 en France, une en Belgique et une en Finlande. Donc il y a quelques tendances qui se dégagent. En Suède comme en France, les biotech dominent et elles représentent au total 55% des opérations. Donc, contrairement à la France, où les placements privés, donc comme on l'a vu, étaient majoritaires, la Suède privilégie les augmentations de capital avec maintien du DPS. Et enfin, la quasi-totalité des annexes 9 respecte la limite de 11 pages avec une moyenne de 10,7 pages. Une différence notable concerne le traitement des facteurs de risque et celle-ci est liée directement aux pratiques variées en Europe concernant les URD. Donc en effet, la publication d'un URD est très fréquente et plébiscitée en France, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays européens. Donc dès lors, l'absence d'URD conduit ces sociétés à consacrer une part bien plus importante à leurs facteurs de risque dans l'annexe 9. Puisqu'en moyenne, on a calculé, il y avait environ 5 pages et demie, voire 7 pages qui étaient dédiées aux facteurs de risque dans les autres pays, alors qu'en France, quand l'URD est à jour, un simple renvoi vers l'URD suffit souvent avec une mise à jour du risque de liquidité. Un autre point marquant, 61% des sociétés étudiées déclarent explicitement une insuffisance de fonds de roulement à 12 mois. Certaines le marquent de manière un peu plus subtile et évoquent juste un besoin d'améliorer leur situation financière sans préciser leur horizon de trésorerie. Et sur le plan de la communication financière, on observe que les communiqués annonçant l'opération sont publiés bien avant l'annexe 9, parfois plusieurs jours ou même semaines en amont, et l'annexe 9 est souvent diffusée que juste avant l'ouverture de la période de souscription. Donc, ces communiqués reprennent généralement les grandes lignes de l'opération sur un modèle très proche de l'annexe 9, mais de façon plus concise, comme pour la France, comme ce qui a été vu en France. Et 72% d'entre eux mentionnent le risque de liquidité ou l'abordent via les raisons de l'émission, tandis que 67% ne comportent pas de déclaration explicite sur le fonds de roulement net avant ou après l'opération. Donc maintenant, concernant les 18 autres opérations qui ont donné lieu à la publication d'un prospectus, donc comme l'a dit Astrid, la plupart auraient pu, en théorie, bénéficier de l'exemption. On note notamment 2 opérations d'augmentation de capital significatives en France et en Belgique pour des montants très significatifs, où le choix d'un prospectus complet peut s'expliquer probablement par la volonté de renforcer la transparence vis-à-vis du marché et des investisseurs institutionnels, de faciliter une éventuelle souscription internationale
et de réduire les risques juridiques liés à une documentation allégée. À l'inverse, on observe en Suède une dizaine d'opérations de faible montant, en moyenne 20 millions d'euros, pour lesquelles donc il y a eu une augmentation de capital avec maintien du DPS et pour lesquelles un prospectus a été publié alors que l'exemption aurait pu s'appliquer. Et donc là, 2 facteurs principaux peuvent expliquer ce choix. Tout d'abord, la complexité de la structure de l'opération, puisqu'en général, c'était des émissions d'actions et de plusieurs types de BSA. Donc, cette structure multicomposante rend l'opération plus complexe, ce qui peut inciter à publier un prospectus complet pour bien encadrer les risques et les modalités de l'opération. Et il y a également la pratique du régulateur suédois qui peut en effet recommander la publication, recommander la publication d'un prospectus complet, même lorsque l'annexe 9 est juridiquement possible, pour garantir donc la transparence selon la structure et les risques de l'offre. Donc Astrid, alors ça fait écho à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je ne sais pas si ça vous fait réagir en particulier, c'est donc ce constat sur les opérations qui ont eu lieu en France et également dans certains pays européens. Oui, alors je peux peut-être intervenir sur le mode de, je crois que c'est la slide suivante, le mode d'intervention ou de revue par l'AMF Oui. De ces documents, donc pour indiquer que l'AMF s'en tient strictement au texte pour ce qui est du mode de supervision prévu. Donc, on n'a pas rajouté, et vous savez que c'est notre politique depuis un certain nombre d'années, on n'a pas rajouté de gold plating, de surtransposition au listing act, bon, d'autant plus que pour ce qui concernait le prospectus, c'était un règlement d'application directe. Donc, on s'en tient à ce qui est strictement prévu pour la supervision strictement prévue par les textes. Donc, pour l'annexe 9, il n'y a pas de revue obligatoire par l'AMF avant la publication. En pratique, compte tenu de la complexité de l'architecture des exemptions qui vous a été présentée, complexité dans les faits, on a un arbre de décision extrêmement complexe, selon que l'émetteur a plus de 18 mois, fait 20, 30%, etc. Les émetteurs nous sollicitent en amont pour savoir s'ils font la bonne analyse juridique du respect des critères permettant l'exemption du prospectus ou le contenu du document. Donc, le document est déposé auprès de l'AMF, là, vous a été dit. Un seul document possible couvrant l'ensemble de l'opération, même si l'opération se fait en plusieurs tranches. Ce document se suffit à lui-même et donc il ne nécessite pas d'amendements qui suivraient. Il ne fait pas l'objet d'une diffusion effective et intégrale. Il est publié en même temps que le communiqué de presse normé, qui lui fait l'objet d'une diffusion effective et intégrale. Donc le communiqué de presse, là aussi, il n'y a pas de revue systématique de l'AMF. Mais en pratique, les émetteurs sollicitent souvent un avis de l'AMF sur le contenu du communiqué qui, je le rappelle, est fait en application du règlement abus de marché, donc avec tous les risques que ça peut impliquer. C'est un document donc, que nous revoyons volontiers si les émetteurs nous le soumettent. Alors, en insistant sur un point, c'est le risque de liquidité et la déclaration de fonds de roulement, donc ça vous a été dit précédemment, qui doit figurer dans ce communiqué si ces éléments ne figurent pas dans l'annexe 9, surtout quand la déclaration est négative. Donc les biotech sont particulièrement concernées et ce communiqué de presse est revu par les commissaires aux comptes de la société, surtout s'il y a des informations financières. Mais encore une fois, sur ces 2 documents, liberté des émetteurs de le soumettre ou pas pour revue préalable à l'AMF. Merci beaucoup Astrid et Sandrine. Donc, nous avons passé une bonne partie de cette conférence sur la réglementation prospectus. Donc maintenant, nous allons vous présenter les évolutions à venir de la réglementation abus de marché qui est en lien avec la réglementation
Listing Act. Donc, nous pouvons aller sur le slide suivant. Donc, vous pouvez voir donc, les principaux changements qui sont apportés par Listing Act. Donc, le premier sujet, c'est la réduction du champ de publication des informations privilégiées. Donc, avec Listing Act, toute information privilégiée doit être publiée de manière effective et intégrale dès que possible. Donc, ça, il n'y a pas de changement. Sauf en ce qui concerne les étapes intermédiaires d'un processus à étapes, tel qu'une transaction, par exemple M&A. Donc, dans un processus à étapes, autrement dit, dans cette présentation, on va parler aussi d'un processus prolongé. Seules les circonstances ou événements finaux devront être divulgués dès que possible après leur survenance. Donc, toutefois, l'émetteur doit garantir la confidentialité des informations privilégiées jusqu'à ce que celles-ci soient publiées. En cas de rumeur, ou si la confidentialité de l'information est compromise avant l'événement final, alors l'émetteur doit rendre publique cette information dès que possible. Le second sujet, donc le changement dans les conditions de différé d'informations privilégiées. Donc, pour différer la publication d'une information privilégiée, 3 conditions doivent être réunies. Donc, cela doit protéger les intérêts légitimes de l'émetteur, ne pas induire le public en erreur et rester confidentiel. La deuxième condition a été précisée. Donc, l'information différée ne doit pas contredire la dernière communication publique de l'émetteur sur le même sujet. L'ESMA a également fourni des exemples concrets pour illustrer ces situations en vue d'un acte délégué attendu d'ici juillet 2026. Nous allons développer ces 2 sujets dans un instant. Donc, liste d'initiés, c'est le 3e thème qui sera impacté. Donc, Listing Act prévoit également d'apporter des modifications aux listes d'initiés pour alléger ce processus administratif qui peut être lourd pour les émetteurs. Donc, les normes techniques de l'ESMA sur les listes d'initiés sont attendues au dernier trimestre 2025 avec une date cible d'application le 5 juin 2026. Transaction des dirigeants, donc c'est un 3e sujet. Donc, il s'agit, au 4e sujet, il s'agit d'un relèvement du seuil à partir duquel les dirigeants doivent effectuer une déclaration. Donc, aujourd'hui en France, ce seuil est fixé à 20 000 € sur 12 mois. Et Listing Act prévoit la possibilité de relever ce seuil jusqu'à 50 000. Donc, cela reste le choix à la main de l'autorité compétente. Donc, le relèvement à 50 000 a été annoncé par l'AMF et validé par le collège, mais ce relèvement nécessite maintenant un arrêté d'homologation publié au journal officiel pour entrer en vigueur. Donc, il n'est toujours pas publié à ce jour, sauf erreur. Donc, le seuil, pour l'instant, reste fixé à 20 000. Et très rapidement, donc le calendrier, donc il y a par rapport à l'avis technique de l'ESMA avec les différentes propositions. Donc l'ESMA a lancé une consultation publique le 12 décembre dernier sur ces propositions en lien avec les modifications du règlement MAR, donc abus de marché, portant sur l'identification des moments clés pour la publication d'informations privilégiées dans le cas de processus prolongés, et la clarification des conditions de différé des informations privilégiées et des situations où le report de publication n'est pas autorisé. Donc, puis, à la suite de cette consultation, donc l'ESMA a publié son avis technique final le 7 mai dernier et les actes délégués devraient être adoptés par la Commission européenne d'ici juillet 2026. Donc, comme promis, donc nous allons regarder plus en détail maintenant les 2 sujets majeurs, à savoir le processus prolongé, donc composé de plusieurs étapes, et le différé d'informations privilégiées. Merci Anna. Donc l'ESMA indique la définition suivante des processus prolongés. Donc on entend par processus prolongé une série d'actions, d'étapes ou de décisions étalées dans le temps qui doivent être réalisées au moins en partie par l'émetteur afin d'atteindre un objectif ou un résultat envisagé. L'ESMA distingue 3 types de situations pour les processus prolongés. Donc les processus entièrement internes à l'émetteur, ceux qui impliquent une contrepartie externe et enfin ceux qui impliquent l'émetteur et une autorité. Donc on va développer ces 3 sujets. Donc concernant les processus entièrement internes à l'émetteur. Donc selon le rapport final de l'ESMA,
lorsqu'un processus prolongé est entièrement interne à l'émetteur, comme par exemple une réorganisation ou la nomination d'un dirigeant, l'obligation de divulguer une information privilégiée naît dès que l'organe compétent prend la décision pertinente. Donc cela peut être le conseil d'administration, le directoire, le conseil de surveillance ou bien même un délégataire. Dans les structures duales, c'est la décision du conseil de surveillance qui prévaut si la loi l'exige. Pour les changements de direction, la divulgation intervient dès la décision formelle de l'organe compétent. Et enfin, si une approbation par l'Assemblée générale est nécessaire, la publication doit avoir lieu juste après la décision de l'organe de direction, sans attendre l'AG, car la convocation rend l'information publique de facto. Et il en va de même pour les opérations sur le capital. L'information à publier est celle de la décision de proposer la modification et non l'approbation finale par l'AG. Alors concernant les processus impliquant une contrepartie externe, dans sa proposition initiale, l'ESMA considérait que pour les opérations impliquant une autre partie privée, la divulgation devait intervenir lorsque les deux parties s'engagent sur le résultat final. Donc pour les transactions majeures, comme par exemple les fusions, cela signifiait la décision d'approbation par les organes de direction des deux sociétés. Et pour tous les autres cas, la divulgation devait avoir lieu dès la signature de l'accord contraignant. Alors, la majorité des répondants à la consultation de l'ESMA ont toutefois estimé que seule la signature d'un accord juridiquement contraignant devait déclencher la publication afin d'éviter une divulgation trop précoce. In fine, l'ESMA a rejoint cette position et la divulgation, et donc a déclaré que la divulgation devait intervenir à la signature du contrat ou d'un acte équivalent. Pour les opérations nécessitant l'approbation de l'Assemblée générale, l'obligation de publier naît dès la décision de l'organe de gouvernance. Par exemple, pour les fusions, l'ESMA prévoit d'aligner sa position sur la directive sur le droit des sociétés, qui fait de l'approbation du projet de fusion une étape clé avant la signature finale. Donc, concernant les processus impliquant l'émetteur et une autorité, l'ESMA distingue deux situations. Donc, la première, c'est si le processus est initié et piloté par une autorité, donc, par exemple une procédure administrative. La divulgation doit alors se faire dès que l'émetteur est officiellement informé de la décision finale par l'autorité. Pour les procédures judiciaires, il n'est pas possible d'attendre la fin de tous les recours si la confidentialité n'est plus garantie, donc s'il y a des rumeurs qui sont sorties. Donc le respect du secret de l'instruction peut justifier un différé, mais pas si l'information a fuité. Et donc il y a un deuxième cas, c'est si le processus est initié par l'émetteur, mais piloté par une autorité, comme par exemple une demande d'agrément. Alors il y a deux étapes de divulgation qui sont prévues. Tout d'abord, lors du dépôt de la demande par l'émetteur, sauf si un report est justifié, puis dès que la décision finale de l'autorité est connue. Donc nous avons ensuite d'autres cas qui ont été traités dans le rapport final de l'ESMA, donc le cas des rapports financiers. L'ESMA considère que les chiffres détaillés d'un rapport financier peuvent constituer une information privilégiée, et donc l'adoption ou l'arrêté du rapport par l'organe de gouvernance de l'émetteur est alors considéré comme l'événement final déclenchant l'obligation de divulgation. Concernant les prévisions, donc c'est considéré comme un processus à part entière, et donc la divulgation doit intervenir dès que la prévision est reconnue ou arrêtée par l'organe de gouvernance. Toutefois, si la prévision ne repose pas sur des informations précises, significatives et non publiques, aucune obligation de divulgation ne s'applique. Concernant les avertissements sur résultat ou profit warning, l'ESMA distingue clairement les profit warning des processus prolongés. Donc ces avertissements constituent des informations privilégiées autonomes qui doivent être divulguées au public dès qu'elles sont disponibles pour l'émetteur sans attendre l'arrêté du rapport financier ou la publication des résultats périodiques. Donc finalement, ça confirme le régime actuel des profit warnings, c'est une communication dès que possible.
Et donc ensuite, nous avons le cas particulier des biotech. Donc l'ESMA considère dans le cas des tests médicaux des biotech, donc à savoir les essais cliniques, les retours d'essais cliniques, etc., donc qui sont menés avant la demande d'autorisation de mise sur le marché. Donc l'ESMA considère que ces phases de test sont longues, complexes et structurées et peuvent générer des informations privilégiées. Donc en premier lieu, l'ESMA avait fait une proposition, donc elle a considéré ces phases comme un processus distinct de la demande d'autorisation, nécessitant une divulgation dès la fin des essais. Donc là, il y a eu un retour de la consultation de l'ESMA où certains participants notaient le manque de clarté sur le moment où les résultats sont jugés suffisamment certains et que cela pouvait engendrer un risque de retard de divulgation en cas de résultats négatifs. Mais in fine, l'ESMA a maintenu sa position en soulignant que le rapport de divulgation, de toute façon, restait possible selon l'article 17.4 de MAR. Et donc, en décision finale, les essais médicaux sont confirmés comme un processus distinct des demandes d'autorisation et il y a bien une obligation de divulgation dès la fin des essais, sauf si un report est justifié. Et donc, c'est une pratique alignée avec des standards qui sont déjà mis en place dans certains pays européens. Et donc, enfin, le dernier sujet sur cette section, donc le différé de publication d'une information privilégiée. Donc, comme l'a dit Anna, le Listing Act a modifié la deuxième condition permettant de différer la publication d'une information privilégiée. Désormais, pour que le différé soit possible, l'information ne doit pas contredire la dernière communication publique de l'émetteur sur le même sujet. L'émetteur doit donc vérifier que le différé ne crée pas de contradiction avec ses précédentes annonces, qu'il s'agisse d'un communiqué de presse, d'une publication sur son site internet, des réseaux sociaux, de l'Assemblée générale ou de tout autre canal public. Donc, si la position de l'émetteur n'est pas claire à partir de la dernière communication, il peut exceptionnellement tenir compte de plusieurs communications antérieures. Donc l'ESMA, dans son rapport final, a aussi listé des situations typiques où une contradiction pourrait survenir, comme par exemple un changement de gouvernance, une opération financière ou encore une modification de la structure de capital. Donc l'objectif est là d'éviter que le marché reçoive des messages contradictoires lors d'un différé de publication et aussi de renforcer la sécurité juridique pour les émetteurs. Donc, je laisse la parole à Astrid si vous avez envie d'intervenir sur ce sujet en particulier. Oui, merci. Je dirais simplement que les modifications qui ont été apportées par le Listing Act au règlement abus de marché sont très techniques et seront très complexes dans leur mise en œuvre. Si elles sont bien maîtrisées, elles peuvent sans doute contribuer à alléger les processus chez les émetteurs et introduire plus de souplesse dans la gestion des opérations financières. Elles ont été introduites, toutes ces modifications, essentiellement à la demande des émetteurs et sous une très forte pression des avocats. Moi, j'insiste sur le fait qu'il va falloir, ceci étant, prendre le temps de s'approprier ces modifications, y compris pour les services de l'AMF. Et pour les émetteurs, j'inviterais à une très grande prudence dans la mise en œuvre de ces nouvelles modifications. Les émetteurs devront faire preuve de discernement sur le choix du moment de la communication. Il s'agit de la communication d'informations privilégiées avec tout ce que ça peut impliquer. On potentiellement risque d'initier. Donc, on est sur une matière qui est complexe, sensible. La réglementation va être particulièrement complexe sur les processus prolongés, les protracted process. Donc, encore une fois, nous, notre rôle, c'est vraiment d'attirer l'attention des émetteurs sur le caractère très, très délicat de la mise en œuvre de ces
de ces nouvelles dispositions et d'autant plus que, il n'y aura dans un premier temps, pas de jurisprudence sur le sujet et en tout cas pendant un certain temps vu les délais d'enquête. Voilà donc prudence sur ce sujet et incitation des émetteurs à faire vraiment des analyses in concreto de leur situation pour savoir s'ils doivent communiquer ou pas. Et puis au-delà, de ce qu'exige la réglementation, encore une fois, il y a ce que peuvent exiger les investisseurs et la relation de confiance que doit mettre en place l'émetteur avec le marché. Au-delà encore une fois, de ce qui est strictement exigé par la réglementation. Donc tout ça devra rentrer en compte dans l'équation, et l'analyse de l'émetteur sur le choix du moment de communiquer. Merci. Merci beaucoup Astrid. Donc, nous arrivons à notre dernière partie de cette matinée qui va porter du coup sur les actions, les mesures qui sont prévues pour l'attractivité de la place de Paris. Donc, nous attaquons avec le premier sujet. Donc, première action, pour rappel, pour votre information, parce que sans doute vous en avez déjà entendu parler. Donc, c'est le manifeste de la bourse, donc, qui a été lancé en mars 2025, donc en mars dernier, par Euronext et la Place de Paris, donc pour mobiliser les acteurs publics et privés dans le but de renforcer le financement des entreprises par les marchés de capitaux. Donc l'objectif visé, soutenir la croissance et l'internationalisation des PME, ETI des grands groupes, simplifier l'accès au marché et accroître leur attractivité et compétitivité, donc plus particulièrement en France. Donc sur ce slide, nous avons listé les principales propositions du manifeste que nous avons classées en 4 catégories. Donc le premier, financement et investissement. Donc nous savons que les sociétés françaises, comme toutes les sociétés, ont besoin des financements pour se développer et être compétitifs au niveau mondial. Donc en plus des financements classiques bancaires, les financements doivent être notamment apportés par d'autres acteurs, comme par exemple private equity, mais également les marchés financiers. Donc les marchés financiers doivent jouer un rôle aussi dans le développement des sociétés. Ainsi, donc, dans ce but, le manifeste encourage à favoriser l'investissement institutionnel dans les fonds d'action, notamment avec certaines réglementations spécifiques pour les banques assureurs, et à développer l'actionnariat individuel grâce à des campagnes d'éducation financière et à la sensibilisation. Le deuxième volet, donc l'accès en marché financier, donc l'objectif est de rendre l'entrée en bourse plus simple et moins coûteuse, notamment grâce à des documents plus courts et plus faciles à préparer. Donc nous avons pu voir qu'on a déjà une réglementation européenne qui va permettre à atteindre cet objectif. Donc le manifeste évoque notamment que les particuliers puissent investir plus facilement dans les nouvelles entreprises, dans les entreprises cotées, par exemple via des plateformes en ligne ou le PEE. Le troisième volet, donc simplification du cadre réglementaire, donc les actions qui sont prônées par le manifeste, donc assurer une stabilité réglementaire et fiscale en garantissant la proportionnalité des obligations selon la taille des sociétés cotées. Une autre action, donc mettre en place une supervision commune des infrastructures de marché en Europe. Donc, on a pu voir que cette action est déjà en cours et nous avons pu voir la semaine dernière ou cette semaine qu'un marché unique a été créé pour les ETF, donc c'est les fonds négociés en bourse, donc c'est une belle première étape. Simplifier la réglementation CSRD sur les rapports de durabilité, donc ça on peut voir aussi que c'est déjà en route, bien mis en route. Et construire un terrain équitable entre les sociétés cotées et les sociétés non cotées, surtout quand une réglementation s'applique à l'ensemble des entreprises. Et enfin, un autre sujet, un autre volet d'action, donc c'est en vue de promotion des PME françaises. Donc le manifeste propose de mettre en place une initiative nationale pour promouvoir les sociétés cotées, inspirée par exemple du modèle Choose France, associant l'ensemble des acteurs de l'écosystème des marchés de capitaux.
mieux mettre en avant les PME françaises cotées, par exemple en les intégrant dans les programmes publics d'innovation et des entreprises technologiques, ou encore mettre en place un bonus IPO qui pourrait être sous forme, par exemple, d'une exonération fiscale ou subvention régionale sur les charges liées à l'IPO et les charges qui sont engagées pendant les 2 premières années de cotation. Donc ce manifeste a réuni un nombre important d'acteurs de la place de Paris et fait état déjà de changements structurels qui devraient être portés notamment par le gouvernement, comme les incitations fiscales ou encore modification du système de retraite. Sinon, nous allons maintenant vous présenter une autre action menée en France, ou plutôt qui a été initiée par l'AMF. Donc le forum IPO et certains de ses membres ont été sollicités par l'AMF pour étudier les meilleures pratiques européennes en vigueur et dans d'autres marchés pour examiner l'opportunité de modifier la doctrine en vue de faire évoluer les calendriers de mise à disposition des informations à l'occasion des IPO et aussi à promouvoir éventuelles bonnes pratiques en France. Donc, je vous laisse la parole, Astrid, pour présenter peut-être les principales recommandations et, si vous pouvez, des mesures envisagées par l'AMF en réponse à ces recommandations. Alors, au printemps dernier, l'AMF a souhaité recourir au forum IPO pour modifier le cadre de la doctrine applicable aux introductions en bourse dans le but de rendre notre dispositif plus attractif. Alors, étant précisé que le cadre de la doctrine des IPO n'est, je dirais, malheureusement pas la cause de la faible attractivité de la place de Paris pour les IPO. Si c'était la seule cause, ça serait assez simple à résoudre. Malheureusement, nous travaillons sur des aspects totalement marginaux de l'attractivité de la place. Je ne reviendrai pas sur les aspects plus politiques et économiques qui impactent cette attractivité. Donc, pour ce qui concerne notre champ de compétences extrêmement limité, nous avons recouru au forum IPO qui a l'avantage d'être représentatif de la place, avec des émetteurs, des investisseurs, des différents conseils juridiques, financiers, etc. Et nous leur avons demandé de nous faire des propositions à la fois sur le choix du prospectus unique versus prospectus tripartite, le calendrier des IPO pour savoir si il n'y avait pas besoin de plus de souplesse, la fourchette de prix qui est plus ou moins 15% dans la doctrine de l'AMF, la mobilisation des investisseurs particuliers avec les sujets qui concernent la langue du prospectus, notamment, et puis le fameux sujet de l'attestation des psys et la lettre de fin de travaux des commissaires aux comptes. Le forum IPO nous a remis un rapport, on les a laissés travailler sans implication de l'AMF, nous ont remis un rapport qui globalement faisait part d'un satisfecit sur le dispositif réglementaire existant. Il demande des modifications à la marge sur certains sujets, un peu plus de souplesse sur le calendrier des IPO, la suppression de la fourchette de prix pour s'en tenir uniquement au prix maximum exigé par le règlement prospectus. Il demande à pouvoir avoir une liberté totale dans la langue du prospectus, y compris pour les opérations à destination des particuliers. Il demande le maintien de l'attestation de psy et la lettre de fin de travaux des commissaires aux comptes. Ça, c'est sous la pression des investisseurs, même si les émetteurs auraient pu vouloir certains allègements. Donc, le collège de l'AMF s'est penché sur ces demandes de modification, a arrêté sa position dans le but de favoriser au maximum l'attractivité de notre cadre juridique. Je ne peux pas vous faire part des décisions qui ont été prises parce qu'elles devraient être publiées dans les jours qui viennent. Voilà, donc je vous invite à être vigilant sur ce point. Donc, il y aura une communication de l'AMF dans les jours qui viennent sur les modifications qu'a décidé le collège de l'AMF. Donc, il a pris une grande partie de la marge qu'il avait, tout en étant soucieux comme toujours de la protection des investisseurs.
Alors, je peux en revanche vous parler alors plus en détail de la modification du règlement général de l'AMF qui est intervenue en mars 2024 sur la tranche retail dans les IPO. Donc, le règlement général prévoyait qu'une tranche retail devait être offerte dans les introductions en bourse aux particuliers. L'objectif d'équilibre entre les institutionnels et les particuliers était supposé atteint quand au moins 10% avaient été offerts aux particuliers. Il y a une demande depuis des années de la suppression de cette tranche retail. L'AMF l'avait proposé il y a déjà 10 ans, mais il y avait quand même certaines oppositions sur la place, et notamment des banques à réseau. Donc on a remis le sujet à l'ordre du jour l'année dernière, et notamment parce que cette tranche retail avait des répercussions pratiques très concrètes. C'est qu'elle avait un impact sur la durée de l'opération, puisqu'il fallait au moins 6 jours de mise à disposition du prospectus à destination des particuliers, ce qui exposait les émetteurs au marché, dans des marchés qui pouvaient être volatiles, donc ce qui posait de véritables problèmes, au-delà du fait que dans l'analyse que nous avions faite des IPO des dernières années, il apparaissait que les retail, il était recouru au retail finalement avec une certaine sélection adverse, je dirais, puisqu'on allait chercher le retail surtout pour boucler le tour de table des opérations les moins florissantes, ou qui se trouvaient avoir l'après-marché le plus difficile. Donc dans ce contexte-là, et par ailleurs, il s'agissait d'une disposition qui n'existait qu'en Europe, donc ce qui suscitait des critiques récurrentes sur le fait qu'on avait là encore du gold plating qui favorisait l'absence d'attractivité de la place de Paris, avec le risque que des émetteurs aillent se faire coter à l'étranger plutôt qu'à Paris à cause de cette contrainte-là. Donc on a supprimé cette tranche retail obligatoire, on l'a rendue optionnelle, hein, c'est pas pour ça qu'il n'y a plus de retail dans les opérations, des introductions en bourse, c'est à la demande de l'émetteur, ce qui a un certain nombre de conséquences. D'abord, il y a une flexibilité maintenant sur la durée de l'opération, hein, qui peut être réduite à 3 jours. Il y a une réduction des coûts de communication pour les émetteurs. Il y a, alors en cas d'introduction en bourse et de choix du retail, il doit y avoir toujours, enfin le chef de file doit éviter un déséquilibre manifeste entre le service de la demande des particuliers et le service de la demande des institutionnels. Si l'IPO se fait par placement privé sans retail, le retail a toujours la possibilité de venir dans le marché secondaire, et c'est finalement, comme je le disais, souvent une mesure de protection du retail compte tenu de la pré-marché souvent très difficile des IPO des 5 dernières années. Finalement, le processus est globalement simplifié. Alors, c'est une mesure que nous avions prise en urgence en mars 2024 pour permettre que 2 IPO significatifs se tiennent sur la place de Paris, et ils nous avaient clairement dit que si cette mesure n'était pas prise, ils iraient se coter à l'étranger. Donc, cette mesure a eu des conséquences positives immédiates. Voilà. Ah, pardon, sur la loi attractivité financière, donc la proposition de loi Holroyd qui avait été adoptée au printemps 2024. Donc, les principales mesures, d'abord, les actions à droit de vote multiple, donc qui ont été introduites en droit français, bon, qui l'auraient été de toute façon par le biais du Listing Act, mais qui l'ont été introduites en droit français de manière anticipée, et avec un souci d'une très grande attractivité
On s'est aligné sur la quasi-totalité des places étrangères. Alors, il y en a une qui reste moins-disante que nous sur certains points, mais globalement, le dispositif est extrêmement libéral. Il y a eu par ailleurs une simplification des augmentations de capital, là aussi très significative, que ce soit les opérations par placement privé, avec ou sans DPS, donc un assouplissement considérable des augmentations de capital. On est au niveau de toute l'Europe. Des mesures concernant le fractionnement des titres, parce que là aussi, il y avait une très grande demande de la place, notamment compte tenu de l'attrait du fractionnement des titres chez les investisseurs particuliers. Il y a ensuite, alors ça ne concerne pas directement les opérations de marché, mais diverses mesures d'assouplissement des formalités des assemblées générales et des conseils d'administration, avec notamment la digitalisation des réunions. Alors, il y avait des demandes que l'AMF soit l'autorité compétente pour statuer sur les contentieux en cas de contestation du refus d'inscription de points ou de projet de résolution à l'ordre du jour par le conseil d'administration à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Le tribunal de commerce est resté compétent, le législateur a souhaité que le tribunal de commerce reste compétent, mais selon une procédure accélérée au fond. Et puis enfin, il y a une habilitation du gouvernement à prendre des ordonnances dans un certain nombre de domaines, par ordonnance, enfin à statuer dans un certain nombre de domaines de simplification du droit, notamment en matière sur des sujets particuliers d'offres publiques. Alors certains décrets ont été pris, tous n'ont pas encore été pris, certains décrets d'application. Voilà. Bon, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup de votre participation à tous et merci beaucoup Astrid de votre contribution à cette conférence et les points d'attention toujours à forte valeur ajoutée qui nous permettent aussi d'avancer avec les émetteurs dans leurs publications. Donc, vous avez bien compris, donc entre simplification des prospectus, allègement réglementaire et nouvelles exemptions, nous croyons que les sociétés cotées bénéficient désormais d'un cadre plus souple, plus lisible, tout en maintenant bien évidemment un haut niveau de transparence et de protection des investisseurs. Et vous avez entendu pendant cette conférence des nombreux points d'attention d'Astrid Misson de l'AMF, notamment sur abus de marché, notamment sur les analyses des exemptions, des informations à présenter au marché et surtout pour satisfaire également des investisseurs. Donc c'est la réglementation est allégée, mais il faut prendre en compte les attentes du marché dans le cadre des opérations. Donc, merci beaucoup. Sonia, je vous redonne Oui, merci. la parole. On est dans les clous normalement en On termes est de parfaitement temps. dans les clous, comme tu l'as dit. Un grand merci à tous. C'était effectivement très clair. Merci pour ce panorama des simplifications. Bon, on voit bien quand même qu'on est sur une ligne de crête, hein, vous l'avez tous un peu dit, entre d'un côté les demandes légitimes de simplification des émetteurs et de l'autre côté les attentes aussi légitimes des investisseurs. Comment est-ce que vous voyez évoluer les attentes des investisseurs? Est-ce que, in fine, comme vous l'avez un peu esquissé, Astrid, ça risque de vider quand même beaucoup de sa substance les futures dispositions d'allègement? Est-ce que c'est différent selon les marchés? Euh, En France, c'est vrai que on l'a vu, beaucoup de sociétés ont recours au DEU. Est-ce que ça ne plaide pas peut-être pour qu'elle ne rajoute pas une couche lorsqu'il y a une opération financière qui se profile? Moi, je pense qu'il y a, et on le voit déjà, hein, il y a un allègement considérable et une réduction considérable du nombre de prospectus. Après, comme je le disais, c'est à l'émetteur de sentir que son marché, ce dont son marché va avoir besoin et d'être à l'écoute des investisseurs. Donc, et on voit là aussi, finalement, il y a des émetteurs qui sont très soucieux de cette relation de confiance et qui sont historiquement vertueux,
qui vont continuer à donner une information transparente et l'information dont a besoin le marché. Et puis, il y a les investisseurs qui avaient peut-être déjà des difficultés dans leur relation avec leurs investisseurs, qui vont essayer d'exploiter toutes les ressources de la réglementation et tous les allègements. Donc, c'est vraiment à chaque émetteur euh, de, de, de faire l'appréciation de ce que son marché va attendre. Mais globalement, on va avoir un allègement de la réglementation, enfin, on va avoir un allègement de la documentation produite et peut-être, normalement, si la réglementation est appliquée intelligemment, on va pouvoir se concentrer sur l'information essentielle dont a besoin le marché, qui est parfois dilué dans des prospectus de 500 ou 1000 pages, qui étaient peut-être pas utiles pour le marché. Donc c'est une réglementation dont il faut saisir les opportunités pour qu'on se concentre sur l'essentiel. Oui, alors ça, c'est sûr que rationaliser tous les documents produits au marché, ça, c'est quand même un but très, très, très légitime. On avait une question d'ailleurs qui a été répondue sur la limite des 300 pages. Elle est, elle est effectivement applicable uniquement, je comprends, sur les prospectus liés aux actions, pas aux prospectus Oui. de dette. Ah, les prospectus de dette. En tout cas, oui, il y a probablement un travail à réaliser sur la rationalisation, y compris des DEU, hein, quand ça dépasse les 500 pages, honnêtement, il faut se poser la question de l'utilité de tout ça. Mais bon, c'est une autre question. On avait aussi une autre question sur les déclarations des transactions, des dirigeants en interne, par exemple entre la holding du dirigeant et le dirigeant lui-même. Je comprends que oui, il y a bien des obligations de déclaration dans tous les cas, y compris pour les opérations internes. Oui, oui, effectivement. Toutes les transactions de cette nature entre les holdings des dirigeants ou leurs comptes personnels sont dans le champ des transactions à déclarer. Peut-être une petite question quand même sur le développement durable, la finance durable et responsable, comme on dit maintenant. Est-ce que la place de Paris, finalement, pourrait jouer un rôle moteur dans le développement de cette finance durable et comment est-ce qu'on pourrait attirer les émetteurs, les investisseurs qui sont vraiment engagés sur ces thématiques? Alors, enfin, on est sur un autre sujet là. La finance durable, la place de Paris s'est historiquement positionnée comme leader sur la finance durable. Après, compte tenu du contexte politique au niveau européen qu'on connaît, on est quand même sur une remise en cause de certains principes. Donc, il va falloir que dans le nouveau cadre réglementaire qui va être proposé par le CSRD allégé, Paris réfléchisse à la façon dont il peut se positionner sur ces questions-là et continuer à se positionner sans que pour autant, évidemment, ça pose des problèmes d'attractivité. Donc, il faut en tirer le meilleur sans en avoir les inconvénients. Donc, je pense que c'est une réflexion qui est encore devant nous. Et notamment quand on aura CSRD allégé, qu'on aura tous les États, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qui auront transposé CSRD. Alors CSRD allégé, on a quand même 9 États aujourd'hui qui ne l'ont pas transposé et pas des moindres. Donc ça pose des vrais problèmes, vrais problèmes de level playing field. Donc il va falloir que Paris réfléchisse à tout ça quand on aura un nouveau cadre. D'accord. C'est effectivement à suivre de près. Ce sont encore des thématiques qui intéressent beaucoup des investisseurs, mais effectivement, le cadre doit être repensé très certainement. Écoutez, je crois que nous avons épuisé les questions. Nous allons évidemment surveiller de façon très étroite les futures publications de l'AMF. On comprend qu'on risque d'avoir des nouvelles d'ici quelques jours. Un grand merci en tout cas vraiment de vos interventions extrêmement précieuses, de ce support très complet. Bien sûr, ceci sera transmis à tous les participants à cette conférence dans la matinée, comme toujours, ainsi que le replay. Mille merci à tous et donc à très bientôt au colloque pour ceux qui participent ce jeudi à notre colloque.
Merci Merci beaucoup. Merci et beaucoup. bonne Merci journée. pour votre invitation. Bonne journée.